Pendant des années, Hitler s'est appuyé sur un réseau d'alliés qui soutenaient sa guerre. Mais lorsque le cours du conflit a changé, ce réseau a commencé à s'effondrer. Gouvernements, armées et dirigeants qui avaient juré allégeance ont commencé à regarder ailleurs. L'unité de l'Axe s'est fracturée alors que la défaite approchait. Les ordres n'étaient plus obéis, les promesses cessaient d'avoir du poids et les alliances se transformaient en trahisons silencieuses. Personne ne voulait tomber avec le régime qui sombrait. La méfiance remplaçait l'obéissance et le pouvoir qui avait autrefois semblé absolu commençait à se désintégrer de l'intérieur. Qu'est-ce qui a poussé les alliés de Hitler à se retourner contre lui? Quand a-t-il cessé d'être un leader craint pour devenir un danger pour ses propres alliés? Et comment cette rupture a-t-elle accéléré la fin de son empire? L'architecture de l'Axe, l'alliance qui a forgé la domination? Le système de l'Axe s'est consolidé entre les années 1939 et 1941 grâce à une succession d'accords diplomatiques qui ont uni l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et par la suite plusieurs États européens, sous un principe de convenance réciproque plutôt que d'égalité. Sa formation répondait à des besoins stratégiques immédiats et à la recherche de reconnaissance politique dans un continent soumis à des réalignements rapides. En mai 1939, le pacte d'acier a scellé l'alliance entre Berlin et Rome. Il s'agissait d'un accord d'assistance militaire offensive et défensive qui faisait de l'Italie un partenaire dépendant de la puissance allemande. Bien que le document prévoyait des consultations régulières et une coopération industrielle, il n'établissait ni un commandement conjoint ni des instances de décision partagées. L'Allemagne définissait les objectifs, tandis que l'Italie espérait des bénéfices politiques et territoriaux qui compenseraient son isolement international après la guerre d'Éthiopie et l'intervention en Espagne. Pour Mussolini, l'alliance signifiait une tentative de restaurer la position italienne en Europe et de participer à la réorganisation du continent sous hégémonie allemande. Hitler, en revanche, cherchait à sécuriser son flanc sud et à occuper les puissances occidentales sur plusieurs fronts simultanés. Le déséquilibre était structurel. L'Allemagne dirigeait la stratégie et dictait le rythme de la guerre, tandis que l'Italie assumait des fonctions complémentaires. Dans la pratique, Rome dépendait de l'approvisionnement en matériaux, de l'industrie militaire allemande et de sa protection politique face aux pressions britanniques. L'intégration du Japon suivait un raisonnement distinct. Depuis 1936, le pacte anti-Comintern avait établi une convergence idéologique en opposition au communisme, mais sans engagement militaire. En septembre 1940, la signature du pacte tripartite a donné à l'Alliance une dimension mondiale. L'Allemagne et l'Italie reconnaissaient la suprématie japonaise en Asie orientale, tandis que Tokyo acceptait le leadership allemand en Europe et en Méditerranée. Le traité stipulait une assistance mutuelle en cas d'agression par une puissance non impliquée dans les conflits existants, une clause dirigée explicitement contre les États-Unis. Cependant, les distances géographiques, l'absence d'un ennemi commun immédiat et la différence de priorité réduisaient la coopération à un accord symbolique. Il n'y eut pas de planification militaire conjointe ni d'échange d'informations systématiques. Le pacte a fonctionné surtout comme un outil diplomatique, un avertissement dirigé à Washington et un instrument de pression sur les États européens encore neutres. Au cours des années suivantes, le système s'est étendu vers l'Europe centrale et les Balkans. Entre 1940 et 1941, l'Allemagne a intégré la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Finlande, en appliquant une méthode uniforme basée sur l'offre de compensation territoriale et de garantie de souveraineté en échange d'un alignement politique. La Hongrie, affaiblie par les pertes territoriales imposées par le traité de Trianon de 1920, basait sa politique étrangère sur la récupération des régions perdues. Berlin a su tirer parti de cette aspiration à travers les arbitrages de Vienne, qui lui ont restitué des parties de la Slovaquie et de la Transylvanie. En échange, Budapest a subordonné son commerce et sa production agricole aux besoins du Reich et en novembre 1940, elle a adhéré formellement au pacte tripartite. La Roumanie a été intégrée par une pression directe. En 1940, elle a subi des amputations territoriales simultanées. L'Union soviétique a occupé la Bessarabie et le nord de la Bucovine. La Hongrie a reçu le nord de la Transylvanie et la Bulgarie le sud de la Dobroudja.
Face à la crise interne, l'Allemagne est intervenue pour assurer le contrôle des champs pétrolifères de Ploiești et réorganiser l'armée sous la direction du général Ion Antonescu. L'adhésion roumaine à l'Axe a été formalisée le 23 novembre de cette même année, avec des conditions précises garantissant l'accès allemand aux ressources énergétiques et la participation roumaine à de futures opérations contre l'Union soviétique, la Slovaquie, devenue un État dépendant après la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1939, a été intégrée automatiquement. Le gouvernement du président Joseph Tiso maintenait une relation de vassalité avec Berlin, conservant une autonomie interne en échange d'un soutien politique et militaire. La Bulgarie a rejoint le pacte en mars 1941. Ses motivations étaient principalement territoriales, récupérer la Thrace et la Macédoine perdues après la Première Guerre mondiale. L'Allemagne a soutenu ces aspirations et a utilisé le territoire bulgare comme base logistique pour les opérations en Grèce et en Yougoslavie. La Finlande occupait une position singulière. Bien qu'elle n'ait pas signé le pacte tripartite, elle maintenait une coopération militaire étroite avec l'Allemagne. Après la guerre d'hiver contre l'Union soviétique, le gouvernement finlandais cherchait à récupérer les territoires perdus lors du traité de Moscou. Berlin offrait un soutien logistique et matériel, et le concept de co-belligérance permettait à la Finlande de participer à la future offensive contre l'Union soviétique sans renoncer formellement à son indépendance. La structure de l'Axe reposait sur une intégration économique forcée. L'Allemagne a conçu un système de dépendance progressive qui transformait ses alliés en fournisseurs subordonnés. Les accords bilatéraux définissaient des taux de change favorables au Reich, une priorité de fourniture de matières premières stratégiques et un accès préférentiel à l'industrie allemande. En Hongrie et en Roumanie, le contrôle s'exerçait sur le pétrole, le grain et le transport fluvial. En Italie, la subordination était industrielle et technologique. Le Japon, pour sa part, a tenté de compenser le manque de coordination avec des échanges limités en matière scientifique et navale, centrés sur l'aviation et les sous-marins. Sur le plan politique, Berlin maintenait une surveillance constante sur les décisions de ses partenaires. Des envoyés spéciaux du ministère des Affaires étrangères et des officiers de liaison militaire contrôlaient la formulation des politiques nationales et garantissaient qu'aucune mesure importante ne soit adoptée sans approbation allemande. Fractures à l'Est, le front qui a commencé à s'effondrer. Après le début de l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, le système militaire de l'Axe a atteint son intégration formelle maximale et son plus haut degré d'inégalité fonctionnelle. Le commandement allemand a réparti les forces alliées entre les trois groupes d'armées et a maintenu le contrôle opérationnel absolu de l'ensemble. Il n'existait pas de commandement conjoint ni de coordination autonome. Les ordres provenaient de l'Oberkommando des Heer et étaient transmis aux états-majors des pays alliés par l'intermédiaire des officiers de liaison. Chaque contingent agissait sous la subordination directe des commandants allemands, qui l'utilisaient comme réserve ou comme force de contention selon les besoins tactiques. L'armée roumaine, divisée en les 3e et 4e armées, a été assignée au Heeresgruppe Sud avec des responsabilités en Bessarabie, en Ukraine et sur la côte de la mer Noire. Le contingent hongrois, initialement réduit, a opéré sous le Heeresgruppe Centre pour des fonctions de sécurité, tandis que le corps expéditionnaire italien a été incorporé en août 1941 dans le même secteur central. Les doctrines d'emploi reflétaient la hiérarchie interne. Les troupes allemandes étaient destinées au secteur de l'attaque principale, les alliés aux lignes de couverture, d'occupation ou de surveillance des prisonniers. Souvent, les commandants étrangers manquaient d'informations complètes sur les objectifs stratégiques des opérations qu'ils exécutaient. Les rapports allemands rédigés pendant l'été et l'automne de 1941 montraient une vision critique des forces alliées. Les commandements du Heeresgruppe Sud considéraient que les unités roumaines souffraient de déficiences structurelles en armement anti-chars, transport et coordination de l'artillerie. Les divisions hongroises étaient cataloguées comme aptes uniquement pour des opérations de police ou d'arrière-garde, tandis que les italiennes étaient décrites comme disciplinées mais avec des insuffisances en instruction, communication et mobilité. Ces évaluations déterminaient la distribution des fournitures et des ressources. Les priorités logistiques suivaient un ordre strict. D'abord la Wehrmacht, puis les formations de la Schutzstaffel et enfin les forces alliées.
Les registres d'approvisionnement montrent que les unités roumaines et hongroises recevaient entre la moitié et les 2/3 du carburant et des munitions attribuées à des formations allemandes équivalentes. Cette politique de distribution a créé un fossé opérationnel qui s'est élargi à mesure que la campagne progressait. La dépendance aux dépôts éloignés, le manque de transport propre et la pénurie de pièces de rechange ont réduit la mobilité des armées alliées, les obligeant à tenir des positions fixes dans les secteurs secondaires qui, avec le temps, deviendraient les plus exposés aux contre-attaques soviétiques. La structure logistique du front oriental était entièrement sous administration allemande. Le système ferroviaire, contrôlé par le général Quartiermeister, étendait les lignes d'approvisionnement depuis la Pologne et la Roumanie jusqu'au Dniepr et au Don. Les divisions alliées occupaient les tronçons finaux de ce réseau. Pendant l'été de 1941, une division d'infanterie allemande recevait en moyenne plus de 300 tonnes par jour de fournitures. Une roumaine, un peu plus de la moitié. Une italienne, encore moins. Le manque de munitions anti-chars, l'absence de pièces de rechange et la précarité du transport motorisé limitaient toute capacité de manœuvre. Les États alliés envoyaient du personnel technique pour réparer le matériel allemand ou improvisaient un transport animal pour maintenir le mouvement des convois. Les plaintes formelles des commandements roumains et hongrois étaient constantes, mais les réponses allemandes insistaient sur le fait que chaque armée devait se soutenir par ses propres moyens. À mesure que le front s'étendait, les différences logistiques devenaient des vulnérabilités tactiques. Les divisions roumaines, déployées le long du Dniestre et du Boug, manquaient de couverture d'artillerie suffisante. Les Hongroises surveillaient les zones rurales en Ukraine occidentale, exposées aux actions de guérilla et de sabotage. Les Italiennes, dans le secteur du Dniepr moyen, faisaient face à de longues distances sans soutien aérien. Les commandements allemands justifiaient ces affectations par des critères d'économie de force, réservant les unités du Reich pour les attaques principales. Le résultat fut que les troupes alliées supportèrent une proportion croissante des combats défensifs à partir de l'hiver de 1941 à 1942. Les relations entre les commandements se détériorèrent rapidement. Les officiers alliés manquaient d'autorité pour modifier les ordres ou redistribuer les ressources sans autorisation allemande. Les registres de l'état-major mentionnent des incidents disciplinaires fréquents. Arrestation d'officiers hongrois pour s'être retirés sans permission, sanctions aux commandants roumains pour des retards dans les mouvements et accusations aux unités italiennes pour manque d'initiative. Les mesures disciplinaires étaient appliquées sous juridiction allemande, ce qui équivalait à une perte pratique de souveraineté militaire. Les commandements roumains décrivaient dans leur communication interne un traitement d'occupation de la part de la Wehrmacht, tandis que les officiers allemands considéraient les Alliés comme un problème de sécurité interne. La police militaire allemande en vint à superviser directement les déplacements des colonnes roumaines et hongroises pour prévenir les désertions et les pillages. La coopération se transforma en surveillance mutuelle. Le premier hiver de la campagne a marqué la limite physique de l'expansion. Aucune des forces de l'Axe ne disposait d'équipements adéquats pour des températures extrêmes. Les unités roumaines et hongroises, avec des uniformes légers et peu de chaussures d'hiver, ont subi des pertes élevées dues à la congélation et aux maladies respiratoires. Les rapports médicaux du Heeresgruppe Sud ont enregistré que les pertes non liées au combat dépassaient les 20% de l'effectif roumain entre décembre et février. L'approvisionnement s'est effondré de manière intermittente. Les convois étaient arrêtés par manque de carburant ou par la destruction des voies d'eau ferrées et les dépôts priorisaient les divisions allemandes. Le manque de munitions anti-chars a aggravé les pertes pendant les contre-attaques soviétiques de janvier et février 1942. Les communications entre les gouvernements alliés et le haut commandement allemand reflétaient un malaise croissant. Bucarest a sollicité le repli partiel de ses unités pour réorganisation, mais la demande a été rejetée. À Budapest, la résistance à envoyer des renforts a généré des tensions diplomatiques avec Berlin. Rome a tenté de limiter sa présence à des contingents symboliques, sans succès. Le principe de résistance absolue imposé par Hitler empêchait toute correction tactique. Le moral des troupes diminuait tandis que l'usure augmentait. Au cours du printemps de 1942, l'Allemagne a exigé de ses partenaires un renforcement de l'engagement militaire. La Hongrie a formé la deuxième armée, la Roumanie a élargi sa participation pour dépasser les 20 divisions.
l'Italie a organisé l'Armata Italiana in Russia. Les nouvelles formations ont été déployées dans le secteur du Don, destinées à la défense d'un front de plus en plus vaste. La réorganisation n'a pas résolu les lacunes antérieures. Les Alliés manquaient toujours de matériel suffisant et continuaient à être subordonnés au commandement allemand. Le but déclaré était de libérer des divisions du Reich pour l'offensive vers le Caucase et Stalingrad. Mais en pratique, cela signifiait transférer la responsabilité de maintenir des lignes vulnérables. Les évaluations allemandes de l'été de 1942 ont confirmé cette perception. Les divisions roumaines ont été jugées aptes uniquement pour la défense statique, les hongroises, de valeur limitée, les italiennes, fiables pour le moral, mais faibles en armement. Ces appréciations ont déterminé l'emplacement des armées alliées dans les secteurs les plus exposés du front. Le Heeresgruppe B, chargé du flanc sud lors de l'offensive vers le Caucase, a placé les Roumains et les Italiens le long du Don, dans des positions étendues sans réserve mobile. Les commandements connaissaient la vulnérabilité de ces secteurs, mais le système hiérarchique ne permettait pas d'objection. Sur le plan politique, la subordination militaire a encore réduit l'autonomie des gouvernements alliés. Les protestations de Bucarest et de Budapest n'ont produit aucun effet et les démarches italiennes auprès de l'état-major commun sont restées sans réponse. L'Allemagne maintenait le contrôle absolu de la stratégie et de l'approvisionnement. L'interdépendance s'est transformée en une forme d'immobilisation. Les Alliés dépendèrent du Reich pour obtenir des ressources et l'Allemagne dépendait d'eux pour soutenir des lignes trop étendues. L'été de 1942 a montré les limites de cette relation. Les conditions de combat ont détérioré le moral des troupes alliées, qui percevaient un traitement inégal en matière d'alimentation, de repos et d'équipement. Le contact culturel entre les armées était minimal, et la communication se limitait à la transmission d'ordres. Le résultat fut une coopération sans cohésion interne, maintenue par obligation plutôt que par conviction. Les unités étrangères opéraient comme des extensions sans identité propre au sein du dispositif allemand. Vers la fin de 1942, le système logistique du front de l'Est montrait des signes d'effondrement. La production de pétrole roumaine ne couvrait plus la demande de carburant. Le transport ferroviaire subissait des interruptions constantes dues à des sabotages et à un manque d'entretien. Les réserves de véhicules et de pneus étaient épuisées. Les rapports de l'Oberkommando des Heers reconnaissaient que les armées alliées n'avaient pas la capacité de maintenir une offensive prolongée. Les divisions roumaines et hongroises déployées le long du Don se trouvaient sans réserve ni soutien d'artillerie suffisant et les divisions italiennes ne disposaient pas d'artillerie moderne. Les services de renseignement soviétiques ont identifié ces faiblesses et préparé des attaques ciblées sur ces secteurs. La combinaison d'usure logistique, de subordination opérationnelle et de méfiance mutuelle a transformé le front de l'Axe en une structure rigide et vulnérable où les premières fractures anticipaient la crise qui suivrait. Stalingrad, où l'Axe a rencontré sa limite? Le 19 novembre 1942, le commandement soviétique lança l'opération Uranus, conçue pour briser le front de l'Axe autour de Stalingrad. L'attaque ne se dirigea pas directement contre les forces allemandes retranchées à l'intérieur de la ville, mais contre les flancs du Don, défendus par les armées roumaines et soutenus par des unités hongroises et italiennes. Le coup initial, concentré sur la 3e armée roumaine au nord et la 4e au sud, rencontra des positions mal préparées, dépourvues d'artillerie anti-chars moderne, de fortifications adéquates ou de réserves mobiles. En moins de 48 heures, le dispositif se brisa. L'absence de coordination entre les commandements allemands et alliés empêcha toute réaction ordonnée. Le 23 novembre, les forces soviétiques relièrent leurs avancées à Kalash et refermèrent l'encerclement sur la 6e armée allemande, piégeant plus de 200 000 troupes de l'Axe dans la région de la Volga. Les offensives ont continué vers le nord. En décembre, l'opération Petit Saturne a frappé la 2e armée hongroise et les restes de la 8e armée italienne. En quelques semaines, 3 armées alliées se sont effondrées simultanément. Le front méridional de l'Axe s'est écroulé du Don au Dniepr. L'ampleur des pertes a été dévastatrice. La 3e armée roumaine a perdu environ 150 000 hommes entre morts, blessés et prisonniers. La 4e roumaine, 100 000 autres. La 8e italienne, plus de 80 000.
et la deuxième hongroise, près de 120 000. Au total, plus de 450 000 soldats non allemands ont disparu du front entre novembre 1942 et mars de l'année suivante. Les divisions survivantes ont été réduites à une fraction minimale de leur force initiale et la perte matérielle a été totale. Artillerie, transports motorisés, munitions et lignes logistiques ont été entièrement perdus. Pour les alliés de l'Allemagne, le désastre a eu une signification particulière. Tandis que les pertes allemandes à l'intérieur de Stalingrad étaient perçues comme une tragédie nationale, celles des armées roumaines, hongroises et italiennes étaient interprétées comme des sacrifices imposés. Les troupes avaient été assignées à des positions indéfendables, sous un commandement étranger qui ne leur permettait ni de manœuvrer, ni de se retirer. L'effondrement était à la fois structurel et moral. Les causes de l'effondrement se sont accumulées pendant des mois. La subordination absolue au commandement allemand a annulé toute marge de décision nationale. Les commandants roumains avaient de demander l'autorisation de se replier face aux signes d'une offensive soviétique. Les ordres allemands l'ont interdit. Les Hongrois, dépendant des transmissions allemandes saturées, n'avaient pas de communication directe avec leur propre quartier général. Les unités italiennes n'ont pas reçu d'informations précises sur les mouvements soviétiques avant le début de l'attaque. À cette désorganisation s'ajoutaient de graves carences logistiques. Les unités roumaines disposaient de munitions pour à peine 2 jours de combat, les unités italiennes opéraient avec la moitié de leur effectif de véhicules et les Hongrois utilisaient de l'artillerie de calibres obsolètes. Les réserves allemandes disponibles dans le secteur étaient minimes. La planification générale de l'Oberkommando der Wehrmacht avait supposé que l'armée rouge n'aurait pas de capacité offensive avant le printemps de 1943. Cette évaluation erronée et la décision d'employer les Alliés comme force de couverture ont fait de leur ligne le point le plus vulnérable du front. Lorsque les flancs se sont effondrés, le haut commandement allemand a interprété les faits comme un manque de fermeté. Hitler a rejeté toutes les demandes de repli et a ordonné de maintenir les positions à tout prix. Les communications entre le quartier général allemand et les commandements roumains reflétaient un échange d'accusations. Les Allemands reprochaient un abandon des lignes. Les Roumains dénonçaient l'absence de soutien aérien et d'artillerie. Après l'encerclement, Hitler a interdit le retrait de la 6e armée et a ignoré les rapports sur l'effondrement roumain. Le 23 novembre, l'Oberkommando der Wehrmacht a émis des directives exigeant de restaurer l'intégrité du front par une contre-attaque coordonnée, opération impossible à exécuter avec les forces disponibles. Les mesures adoptées ont été punitives, destitution de commandement, parmi eux le général Petr Dumitrescu, et diffusion de communiqués minimisant les pertes. En privé, le commandement allemand a conclu que les Alliés n'étaient pas fiables pour la défense de secteurs critiques. Entre décembre et février, les unités survivantes des armées alliées ont tenté de se retirer vers l'ouest. Les températures extrêmes, inférieures à 30 degrés en dessous de zéro, et le manque de transport ont provoqué un nouveau désastre. Les formations se dissolvaient en petits groupes sans commandement ni fourniture. Les Roumains ont réussi à réorganiser des fragments de division dans les environs de Kharkov, où ils furent partiellement rééquipés avec du matériel allemand. Les Hongrois et les Italiens furent anéantis en tant que force effective. Les restes de la 2e armée hongroise et de la 8e italienne furent retirés en mars 1943 et ne se sont jamais rétablis. L'évacuation fut réalisée sous contrôle allemand, en priorisant le transport de matériel de guerre au-dessus des blessés et du personnel administratif. Des milliers de prisonniers furent capturés pendant la retraite et seule une fraction reviendrait des années plus tard. L'impact politique fut immédiat dans chaque État. En Roumanie, la perte de 2 armées brisa la légitimité du régime d'Ion Antonescu. La perception générale était que l'Allemagne avait utilisé le pays comme bouclier. Au début de 1943, le Conseil des ministres roumains ordonna de maintenir seulement un nombre limité de divisions sur le front sous commandement national. En Hongrie, le désastre de la 2e armée déclencha des tensions entre le régent Miklós Horthy et le gouvernement pro-allemand. Horthy ordonna le retour des unités survivantes et commença à explorer des contacts indirects avec les puissances occidentales par la Suisse. En Italie,
la nouvelle de l'effondrement arriva de manière fragmentaire, mais le retour des restes de l'Armata Italiana in Russia en mars provoqua une commotion. Les pertes confirmées et le récit des survivants provoquèrent une crise interne qui affaiblit la position de Mussolini face à l'armée et au Grand Conseil fasciste. À partir de février 1943 surgirent les premières tentatives de communication discrète avec les alliés occidentaux. La Roumanie utilisa ses réseaux diplomatiques en Suisse, en Turquie et au Vatican pour sonder les conditions d'un accord séparé. Les messages chiffrés entre Bucarest et Berne faisaient allusion à des garanties territoriales et au traitement d'un éventuel changement de camp. La Hongrie fit de même via son ambassade à Lisbonne et des intermédiaires suisses. L'Italie, bien que encore engagée sur plusieurs fronts, envoya des signaux indirects par l'intermédiaire du Vatican et de l'ambassade à Madrid, soulevant la possibilité d'un cessez-le-feu en cas d'invasion alliée. Toutes ces démarches furent réalisées avec une discrétion maximale. Tout soupçon de déloyauté pouvait entraîner des représailles allemandes. Le contre-espionnage du Reich intercepta une partie de ces communications, ce qui conduisit à une intensification de la surveillance sur les gouvernements alliés. Hitler percevait l'éloignement politique comme une trahison. En mars 1943, lors de réunions de l'Oberkommando der Wehrmacht, il qualifia la Roumanie, la Hongrie et l'Italie d'éléments instables et ordonna des mesures de contrôle direct. La présence d'officiers allemands à Bucarest et à Budapest fut accrue et l'obligation de consultation préalable pour tout mouvement de troupes fut imposée. Berlin combina pression avec promesse. À la Roumanie, on offrit un armement moderne pour maintenir le front du Dniepr. À la Hongrie, la restitution de matériel perdu et de nouvelles livraisons anti-chars. Aucune de ces promesses ne fut tenue de manière effective. Dans le discours public, la propagande allemande présenta la défaite comme un sacrifice héroïque et exalta la loyauté des Alliés, alors qu'en pratique, elle les considérait comme des subordonnés sous soupçon. Parallèlement, des plans d'occupation préventive étaient élaborés en cas de défection. Après Stalingrad, le front oriental a été réorganisé. De nouvelles lignes défensives ont été établies le long du Dniepr et du Donetsk. Les restes des armées alliées ont été concentrés dans des fonctions de garnison ou de réserve. Les divisions roumaines ont reçu du matériel obsolète, les divisions hongroises ont été repliées sur leur territoire et les divisions italiennes ont maintenu seulement des unités symboliques. La structure de commandement a été modifiée. Les armées alliées ont été intégrées dans des groupes sous conseil allemand permanent. Toute autonomie opérationnelle avait disparu. Dans les mois suivants, la relation entre l'Allemagne et ses alliés est devenue contractuelle et forcée. La confiance idéologique qui avait soutenu l'Axe s'est éteinte. En Roumanie, la censure ne parvenait pas à cacher les pertes et la population montrait de la lassitude face à une guerre qui ne semblait plus avoir de sens. En Hongrie, l'armée et une partie de la noblesse s'éloignaient de l'axe pro-allemand. En Italie, le prestige militaire du régime s'effondrait. La coopération s'est transformée en dépendance sous coercition. L'Allemagne maintenait des conseillers, des garnisons et un contrôle économique sur ses partenaires. Les puissances occidentales ont enregistré ces changements. Les services de renseignement britanniques et américains, à travers Berne, Stockholm et Ankara, ont rapporté l'affaiblissement du lien entre Berlin et ses alliés. Les contacts indirects étaient interprétés comme des signes de fracture, bien qu'ils ne se soient pas traduits en accords immédiats. Les conditions alliées exigeaient une reddition inconditionnelle, clause que Bucarest et Budapest considéraient inacceptable à ce moment-là. Le Vatican, la Suisse et la Suède ont agi comme des intermédiaires occasionnels, tandis que les gouvernements alliés du Reich cherchaient à gagner du temps. L'effet cumulé de Stalingrad fut l'effondrement du système de coopération au sein de l'Axe. L'Allemagne perdit le soutien matériel et humain qu'elle avait reçu de la Roumanie, de la Hongrie et de l'Italie et dut absorber seule le fardeau de la guerre à l'Est. Pour ses partenaires, la défaite marqua le début de la séparation politique et la reconnaissance que l'Alliance avait cessé d'offrir une protection. La bataille de la Volga ne signifia pas seulement une catastrophe militaire, mais aussi la désintégration du principe de solidarité qui avait soutenu l'Axe. À partir de ce moment-là, chaque État agirait en fonction du calcul de sa survie nationale plutôt que par loyauté envers Berlin. L'Italie rompt, l'empire qui se retourna contre son créateur,
Dans l'été de 1943, la position de l'Italie au sein de l'Axe était en train de s'effondrer. La reddition des forces en Afrique en mai et l'invasion alliée de la Sicile le 10 juillet confirmèrent l'impossibilité de soutenir la guerre. L'aviation alliée dominait les cieux, l'industrie fonctionnait à moins de la moitié de sa capacité et l'armée souffrait de pénuries de carburant, d'armement et de morale. Les défaites successives en Méditerranée et sur le front oriental avaient épuisé la crédibilité du régime. Au sein du Grand Conseil fasciste, les commandements militaires et politiques s'accordaient à dire que l'alliance avec l'Allemagne avait conduit au désastre. Le retrait du corps expéditionnaire en Russie et les pertes en Afrique avaient sapé la confiance en Berlin. Les services de renseignement italiens signalaient que l'Allemagne préparait des plans de contrôle direct face à tout signe d'instabilité. Le roi Victor Emmanuel III considérait que la seule issue possible était d'écarter Mussolini pour négocier avec les Alliés. L'objectif était de préserver la monarchie et l'armée, sans rompre idéologiquement avec le fascisme. Le 24 juillet, le Grand Conseil fasciste s'est réuni pour la première fois depuis 1939. Dino Grandi proposa de rendre au roi le commandement suprême des forces armées, ce qui équivalait à dépouiller Mussolini du pouvoir exécutif. La motion fut approuvée par une large majorité. Le lendemain, 25 juillet, Mussolini se rendit au Palais Royal. Après une brève entrevue avec le monarque, il fut arrêté par ordre direct du roi et transféré sous garde. À sa place, le maréchal Pietro Badoglio fut nommé chef du gouvernement. Le nouveau cabinet a déclaré publiquement que la guerre se poursuivrait aux côtés de l'Allemagne, mais en secret, il a entamé des négociations avec les Alliés. Cette politique duale visait à gagner du temps tandis que la position militaire se définissait. L'objectif était de réussir une transition sans provoquer une occupation immédiate par l'Allemagne. Cependant, Berlin a rapidement réagi. L'Oberkommando der Wehrmacht avait élaboré des mois auparavant un plan appelé Fall-Axe, conçu pour occuper l'Italie en cas de défection. Le document prévoyait le désarmement des forces italiennes, la prise des centres de communication et l'arrestation des commandements qui résisteraient. Après l'arrestation de Mussolini, Hitler ordonna le transfert de divisions depuis la France et les Balkans sous les commandements d'Albert Kesselring et d'Erwin Rommel. Officiellement, il s'agissait de renforcer la défense contre l'invasion alliée, mais en réalité, c'était un déploiement préventif. Tout au long du mois d'août, le renseignement allemand a détecté des signes de contact entre Rome et les Alliés via Lisbonne et Madrid. Bien qu'il manquât de preuves concluantes, Hitler a choisi de maintenir l'apparence d'une alliance tout en accélérant la préparation du Fall-Axe. À Lisbonne, des représentants italiens dirigés par le général Giuseppe Castellano ont entamé des discussions avec les commandements alliés. Les conditions étaient sans équivoque, capitulation inconditionnelle et coopération dans l'entrée des Alliés sur la péninsule. Le 3 septembre, un armistice secret a été signé à Cassibile, par lequel l'Italie s'engageait à cesser les hostilités contre les Alliés et à résister à toute tentative d'occupation allemande. L'application de l'accord dépendait de la synchronisation entre la proclamation publique et l'avancée alliée, qui était encore limitée au sud. Le gouvernement de Badoglio a gardé le secret pendant 5 jours, espérant que les débarquements se rapprocheraient de Rome. Le 8 septembre, sans avertissement préalable, les Alliés ont annoncé publiquement l'armistice. La nouvelle s'est répandue par radio avant que le gouvernement italien n'ait donné des instructions aux troupes. La confusion a été immédiate. À l'aube du 9, le roi et Badoglio ont quitté Rome, se rendant à Brindisi sous protection alliée. La chaîne de commandement s'est brisée en quelques heures. Les unités italiennes, disséminées dans toute la péninsule et dans les Balkans, se sont retrouvées sans ordre clair face aux forces allemandes. Les réactions furent disparates. Certaines divisions tentèrent de résister, d'autres se rendirent sans combattre. En Grèce et dans les îles de l'Égée, les garnisons italiennes furent désarmées par les troupes allemandes. À Céphalonie, la division Aki résista plusieurs jours avant d'être anéantie. Plus de 5000 soldats furent exécutés après la reddition. Dans le territoire continental, les Allemands occupèrent des aérodromes, ports et centres ferroviaires sans rencontrer de résistance organisée. Entre le 9 et le 12 septembre, plus de 700 000 soldats italiens furent capturés et envoyés dans des camps en Allemagne et en Pologne.
Classés comme internés militaires, ils ne reçurent pas le statut de prisonniers de guerre. L'opération Axe a été exécutée avec précision. Les forces de Rommel occupaient le nord et celles de Kesselring assuraient le centre et le sud. En moins de 10 jours, presque toute l'Italie était sous contrôle allemand, à l'exception d'une bande limitée autour de Salerne. Les ordres de l'Oberkommando der Wehrmacht établissaient la priorité de désarmer les unités italiennes et d'assurer les arsenaux. Les commandants suspectés de déloyauté étaient arrêtés. À Rome, les affrontements de Porta San Paolo ont duré peu d'heures. L'efficacité du plan a démontré que l'occupation avait été préparée à l'avance. L'Allemagne disposait de forces suffisantes pour absorber l'Italie sans affaiblir ses fronts principaux. Hitler ordonna la libération de Mussolini pour l'utiliser comme outil politique. Le 12 septembre, des commandos aéroportés dirigés par Otto Skorzeny menèrent l'opération Eiche au Gran Sasso. Le sauvetage, exécuté sans tirer un seul coup de feu, ramena Mussolini sur la scène publique. Le 23 septembre, sous contrôle allemand, la Repubblica Sociale Italiana fut proclamée dans le nord avec pour siège Salo. Formellement, elle se présentait comme la continuation de l'État fasciste. En pratique, c'était une administration sous tutelle allemande. Son armée, la Guardia Nazionale Repubblicana, opérait avec des officiers et des ressources allemandes. Sa fonction principale était de fournir une légitimité formelle à l'occupation. Le changement italien a transformé la stratégie du Reich envers ses alliés restants. Berlin a interprété la défection comme un avertissement. Depuis l'automne de 1943, l'Oberkommando der Wehrmacht a ordonné de renforcer le contrôle sur la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie par le biais de plans d'intervention préventive. Sur le plan politique, Hitler a adopté la doctrine de la méfiance sans présence. Les garnisons allemandes en Europe de l'Est ont été renforcées et la supervision directe des ministères de la guerre alliés a été imposée. Le cas italien est devenu un modèle de gestion coercitive, un ancien allié devenu un territoire occupé, utilisé comme exemple pour dissuader toute tentative de séparation. La division de l'Italie a eu des effets immédiats. Dans le sud, le gouvernement de Badoglio a déclaré la guerre à l'Allemagne le 13 octobre, s'intégrant formellement au camp allié. Dans le nord, la Repubblica Sociale Italiana a continué nominalement l'alliance avec le Reich, bien que son autorité effective ne dépassait pas les régions sous contrôle direct de la Wehrmacht. Les communications entre les deux territoires ont été coupées. Les industries du Nord sont passées aux mains des Allemands et des milliers de travailleurs ont été transférés au Reich comme main-d'œuvre forcée. L'appareil d'État a été réduit à des fonctions locales sous surveillance militaire. La fragmentation a également affecté l'armée. Dans le sud, les forces loyales au roi se sont réorganisées sous commandement allié. Dans le nord, la garde nationale républicaine collaborait avec des unités allemandes dans des opérations contre la résistance. L'Allemagne a consolidé sa domination par la présence combinée de la Wehrmacht, des Schutzstaffel et de la police militaire. L'Italie a cessé d'être un partenaire de l'Axe pour devenir un théâtre d'occupation. La guerre civile qui a suivi a été une conséquence directe de cette rupture. Le pays, divisé entre loyautés opposées, symbolisait la désintégration du système d'alliance construit par le Reich. Roumanie et Hongrie, loyauté brisée au crépuscule du Reich. À la fin de 1943, le système d'alliance de l'Axe en Europe orientale était sur le point de s'effondrer. Les défaites à Stalingrad et dans le Donetsk avaient laissé la Roumanie et la Hongrie militairement épuisées. Les forces roumaines avaient reculé jusqu'à la ligne des Carpates et les forces hongroises avaient à peine été reconstruites après les pertes subies sur le front soviétique. Dans les deux pays, le mécontentement social grandissait. L'économie était sous contrôle allemand et la dépendance militaire était totale. La Roumanie restait le principal fournisseur de pétrole du Reich. La Hongrie, le couloir essentiel entre les Balkans et l'Autriche. Cette importance stratégique faisait que l'Allemagne les considérait indispensables, bien que leur loyauté soit de plus en plus douteuse. Les services de renseignement allemands enregistraient des conversations discrètes entre des représentants de Bucarest et de Budapest avec des diplomates alliés en Suisse, en Turquie et en Suède. Hitler a répondu en ordonnant une surveillance intensive et la préparation de plans d'intervention préventive.
En Roumanie, le maréchal Ion Antonescu était conscient que la guerre était perdue, mais cherchait à éviter une occupation soviétique directe. À la fin de 1943, il a autorisé des contacts exploratoires avec les Alliés par l'intermédiaire de son ambassadeur à Ankara, Alexandru Crețianu. Les objectifs étaient d'assurer l'intégrité territoriale du pays et de préserver le régime par un changement de camp contrôlé. Simultanément, des émissaires roumains à Stockholm et Berne ont maintenu des communications avec des diplomates soviétiques. Moscou exigeait une reddition inconditionnelle et une rupture immédiate avec l'Allemagne, position partagée par Londres et Washington. Antonescu a essayé de garder toutes les voies ouvertes, tout en continuant à honorer ses engagements avec le Reich. La présence en Roumanie de missions militaires allemandes rendait impossible de dissimuler tout mouvement. L'Abwehr et le Reichssicherheitshauptamt informaient directement Berlin des manœuvres de Bucarest. Hitler considérait le pays comme trop précieux pour le perdre. En janvier 1944, il ordonna de renforcer les garnisons allemandes dans la région pétrolière de Ploiești et à Bucarest, sous le prétexte de protéger les champs des bombardements alliés. En pratique, il s'agissait d'une occupation partielle. Les relations entre Antonescu et les envoyés de Hitler, en particulier le ministre Joachim von Ribbentrop et le général Alfred Gerstenberg, chef de la mission aérienne, devinrent tendues. L'Allemagne exigeait de nouvelles divisions pour le front, tandis que la Roumanie invoquait une incapacité matérielle. En réponse, Berlin augmenta le contrôle sur la production, le transport et la distribution de pétrole. Les rapports de l'Oberkommando der Wehrmacht de mars 1944 avertissaient que la loyauté roumaine était conditionnelle. Ils recommandaient de préparer une action militaire en cas de défection, bien que la priorité immédiate se soit déplacée vers la Hongrie où le risque de rupture était considéré comme plus urgent. À Budapest, le régent Miklos Horthy cherchait également une issue. Depuis l'automne 1943, des envoyés hongrois avaient établi des contacts avec les Alliés à Istanbul et Lisbonne. Les propositions offraient une cessation des hostilités et une garantie pour la monarchie. La confirmation de ces négociations est parvenue à Berlin au début de l'année suivante. Hitler a décidé d'agir. Il a convoqué Horthy à Klesheim, près de Salzbourg, le 18 mars 1944. Pendant que le régent voyageait, l'armée allemande a exécuté l'opération Margaret, planifiée plusieurs semaines à l'avance. Des troupes provenant d'Autriche et de Slovaquie ont traversé la frontière et occupé les points stratégiques du pays sans résistance. Lors de la réunion, Hitler a présenté l'occupation comme une mesure de protection et a exigé que Horthy reste à son poste sous supervision allemande. Ne pouvant s'opposer, le régent a accepté. La Hongrie est alors passée sous contrôle militaire et un nouveau gouvernement dirigé par Döm Stogy, ancien ambassadeur à Berlin totalement subordonné au Reich, a été formé. L'administration hongroise a été réorganisée sous tutelle allemande. Des officiers du Reichssicherheitshauptamt et de la Gestapo se sont établis à Budapest avec l'ambassadeur Edmund Wesenmayer qui agissait comme commissaire plénipotentiaire. Les forces armées ont été restructurées pour servir aux besoins du front oriental. La livraison de matériel, de main-d'œuvre et de transport a été imposée. L'occupation avait également une dimension idéologique. Sous la coordination allemande a commencé la déportation systématique de la population juive. L'autorité de Horthy a été réduite à une figure symbolique, sans pouvoir effectif. L'objectif principal de l'Allemagne était de sécuriser le territoire hongrois comme ligne de défense face à l'avancée soviétique et de protéger les routes vers les champs pétrolifères roumains. Pendant ce temps, la situation militaire roumaine se détériorait rapidement. En avril 1944, l'armée rouge atteignit le fleuve Prout et menaça la Moldavie. Les bombardements alliés sur Bucarest et Ploiești accentuèrent le chaos. Antonescu demanda des garanties à Hitler pour un retrait ordonné, mais n'obtint pas de réponse. Les contacts avec les Alliés continuèrent avec plus d'urgence. En avril et mai, des émissaires roumains à Stockholm et au Caire transmirent des propositions de cessez-le-feu. Les puissances occidentales répétèrent que seule la reddition à l'Union soviétique serait acceptée. À l'intérieur du pays, le mécontentement se répandait. L'opposition libérale et le Parti communiste, jusqu'alors clandestin, convergeaient vers un objectif commun, rompre l'alliance avec l'Allemagne.
La Maison royale, dirigée par le jeune roi Michel Ier, maintenait des contacts avec les deux groupes et avec les militaires prêts à intervenir. Au cours de l'été 1944, l'offensive soviétique Iassi-Chisinau a détruit le front. Les troupes allemandes et roumaines se sont dispersées et le 20 août a commencé le retrait général. À Bucarest, l'autorité d'Antonescu se trouvait isolée. Le 23 août, le roi a convoqué le maréchal au palais et lui a exigé de signer un armistice. Devant son refus, il a été arrêté par la garde royale. Quelques heures plus tard, le monarque a annoncé à la radio la rupture avec l'Allemagne et la fin des hostilités avec l'Union soviétique. L'armée a reçu l'ordre de cesser toute coopération avec la Wehrmacht et de combattre les forces allemandes sur le territoire national. La réaction de Hitler a été immédiate. Il a qualifié l'événement de trahison et a ordonné des représailles. Des troupes allemandes ont tenté d'occuper Bucarest, mais ont été repoussées. En moins d'une semaine, la Roumanie a changé de camp. Les champs pétrolifères sont tombés aux mains soviétiques et plus de 100 000 soldats allemands ont été faits prisonniers. La conséquence immédiate fut un bouleversement stratégique sur le front oriental. L'Allemagne perdit sa principale source de carburant et un axe logistique fondamental. Le nouveau gouvernement roumain signa l'armistice avec l'Union soviétique le 12 septembre 1944, acceptant l'occupation temporaire et la collaboration militaire. En quelques semaines, les unités roumaines combattaient aux côtés de l'armée rouge sur le territoire hongrois. Pour Berlin, la défection de la Roumanie confirma la nécessité de renforcer le contrôle sur ses alliés restants. À Budapest, les nouvelles du changement de camp roumain ont précipité une crise. Horthy, conscient de l'avancée soviétique, a tenté de reproduire le modèle roumain. Le 15 octobre, il a annoncé par radio un armistice avec les Alliés. L'Allemagne avait anticipé le mouvement. Un commando des Schutzstaffel, dirigé par Otto Skorzeny, a exécuté l'opération Panzerfaust. Après l'enlèvement de son fils, Horthy a été contraint d'abdiquer. À sa place, les Allemands ont installé un gouvernement dirigé par Ferenc Szalasi, chef du parti fasciste de la Croix fléchée. La Hongrie est devenue le dernier bastion du Reich dans le sud-est de l'Europe. L'occupation s'est transformée en domination totale. Les gouvernements imposés, à Budapest et auparavant à Bucarest, illustraient la méthode de coercition adoptée par l'Allemagne dans la phase finale de la guerre. Intervention préventive, substitution du pouvoir politique et contrôle direct des ressources. La Roumanie, sous occupation soviétique, s'est intégrée dans l'offensive alliée. La Hongrie, sous occupation allemande, est devenue le théâtre d'une résistance désespérée. Lorsque les forces soviétiques sont entrées à Budapest en février 1945, l'axe en Europe orientale avait disparu. Les opérations Margaret et Panzerfaust ont symbolisé l'épuisement du système d'alliance du Reich, soutenu seulement par la coercition militaire et par l'impossibilité pour ses partenaires de s'échapper à temps. Finlande, le retrait avant l'abîme. Depuis le début de l'invasion allemande de l'Union soviétique en 1941, la Finlande avait maintenu une relation singulière avec le Reich. Il n'existait pas d'adhésion formelle à l'Axe, ni d'engagement politique d'alliance. Le pays participait comme co-belligérant, avec un objectif limité: récupérer les territoires perdus après la guerre d'hiver de 1939 à 1940. La coopération avec l'Allemagne était fonctionnelle et pragmatique. Les forces finlandaises opéraient dans l'isthme de Carélie et dans le secteur de Leningrad, tandis que les forces allemandes, sous le 20e armée de montagne, opéraient dans le nord de la Laponie. Il n'existait pas de commandement commun ni de structure de coordination stratégique équivalente à celle de la Hongrie ou de la Roumanie. Au début de 1944, cet équilibre précaire se rompit. L'armée rouge avait repris l'initiative sur tout le front oriental. La pression sur la Carélie s'intensifia et les ressources finlandaises, tant humaines que matérielles, étaient à la limite. Le maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim, commandant en chef, reconnaissait que le pays ne pouvait pas soutenir une guerre prolongée. Le 9 juin, le front de Leningrad lança une offensive générale sur l'isthme de Carélie. La supériorité soviétique en artillerie, aviation et effectifs était écrasante. En moins de 2 semaines, les défenses furent percées en plusieurs points et le 20 juin tomba Vyborg, ville stratégique à la frontière historique.
L'armée finlandaise a ordonné le retrait vers une nouvelle ligne défensive plus au nord. Les pertes ont été sévères, mais le système de fortification connu sous le nom de ligne 5T a permis de stabiliser la situation en juillet. L'aide allemande s'est limitée à un soutien aérien et à des fournitures. Berlin a offert des renforts plus importants, mais Mannerheim les a acceptés seulement partiellement pour éviter une dépendance politique. La défense du pays s'est maintenue comme une opération nationale. L'équilibre obtenu et le coût prévisible d'une invasion totale ont amené Moscou à reconsidérer ses objectifs. Staline a conclu que l'occupation de la Finlande nécessiterait un effort disproportionné et a autorisé des contacts diplomatiques pour explorer un accord d'armistice. En juillet, le gouvernement finlandais, présidé par Risto Ryti, a autorisé des négociations indirectes via Stockholm. Les conditions soviétiques incluaient la cessation immédiate des hostilités, la rupture totale avec l'Allemagne, le rétablissement des frontières de 1940 avec de petites rectifications supplémentaires, la location de la base navale de Porkkala, le paiement de réparations et la limitation de l'armée. C'étaient des exigences dures, mais elles n'impliquaient ni occupation ni changement de régime. Comparé à la situation des autres alliés du Reich, la direction finlandaise les considérait acceptables. La priorité était de préserver la continuité de l'État et d'éviter la destruction du pays. Le 1er août, Ryti a présenté sa démission. La décision faisait partie d'une manœuvre légale pour faciliter la paix. En juin, Ryti avait signé un engagement personnel avec l'Allemagne garantissant la continuité de la collaboration en échange d'une assistance militaire. Sa démission annulait cet engagement. Le Parlement a élu Mannerheim comme président, une figure respectée à l'intérieur et à l'extérieur de la Finlande. Sa nomination représentait le passage du commandement militaire au pouvoir politique. Fort de son autorité, Mannerheim a déclaré que la guerre avait accompli son objectif défensif et que prolonger le conflit équivaudrait à la ruine nationale. Sa légitimité militaire lui a permis de neutraliser les factions pro-allemandes et de préparer la transition sans affrontements internes. La rupture avec l'Allemagne s'est développée de manière graduelle. En août, les relations diplomatiques ont été réduites au minimum et le gouvernement a notifié au commandement allemand que les troupes du 20e armée de montagne, stationnées en Laponie, devaient évacuer le pays. Au début de septembre, la Finlande a suspendu officiellement toute coopération militaire et a bloqué l'approvisionnement en carburant et en nourriture aux garnisons allemandes. Berlin a interprété la mesure comme un prélude à la trahison. Hitler a ordonné l'application du plan Birke, qui prévoyait le retrait échelonné des forces allemandes vers la Norvège et la destruction systématique des infrastructures, dépôts et lignes ferrées pour empêcher leur utilisation par l'ennemi. Le 4 septembre, le haut commandement finlandais a décrété la cessation des hostilités. 2 semaines après, le 19 septembre, l'armistice entre la Finlande et l'Union soviétique a été signé à Moscou avec le Royaume-Uni comme signataire supplémentaire. L'accord confirmait les conditions initiales, restitution des territoires de la Carélie et de Petsamo, cession de Porkkala, paiement de réparation de 300 millions de dollars, réduction des forces armées et rupture totale avec l'Allemagne. La clause la plus délicate obligeait à expulser les troupes allemandes du territoire finlandais. Mannerheim a accepté la disposition comme exigence incontournable pour préserver la souveraineté et éviter l'occupation. L'application de l'armistice a donné naissance à un nouveau conflit, la guerre de Laponie. De septembre 1944 à avril de l'année suivante, l'armée finlandaise a affronté son ancien allié. Les opérations se sont concentrées dans le nord du pays, en terrain montagneux et dans des conditions extrêmes. Les combats étaient limités en échelle, mais les conséquences matérielles étaient graves. Suivant les ordres du plan Birke, les forces allemandes ont exécuté une politique de terre brûlée. Villages et routes ont été incendiés, les ponts dynamités et les ports détruits. Rovaniemi, la principale ville du nord, a été presque complètement rasée. Les forces finlandaises ont évité des affrontements frontaux prolongés, priorisant l'avance contrôlée et la pression constante sur les unités en retraite. Le 25 avril 1945, les derniers contingents allemands ont franchi la frontière vers la Norvège. Avec leur départ, la Finlande avait rempli la clause principale de l'armistice. À Berlin, la rupture a été reçue avec résignation. Comparée à la perte de la Roumanie ou de la Hongrie,
La Finlande représentait un front périphérique. Les directives de l'Oberkommando der Wehrmacht de septembre 1944 ont qualifié le changement de camp de trahison, mais ont écarté toute tentative de représailles ou d'intervention. Les ressources militaires allemandes étaient insuffisantes pour maintenir un nouveau front dans l'Arctique. Le Reich prioritait déjà la défense de ses frontières centrales et occidentales. Dans la propagande, le gouvernement allemand a attribué la décision finlandaise à la pression soviétique et à la faiblesse politique. En pratique, l'épisode a démontré que la coopération avec l'Allemagne pouvait se conclure par la négociation si le pays conservait une cohésion interne et une marge géographique pour manœuvrer. Le coût humain de l'offensive soviétique et de la guerre de Laponie a été élevé, bien qu'inférieur à celui d'autres théâtres. Les pertes finlandaises ont dépassé 60 000 et celles des Allemands avoisinaient 30 000. Malgré cela, le pays a réussi à préserver son indépendance, sa structure institutionnelle et son armée. L'armistice a imposé des restrictions et des concessions territoriales, mais pas une occupation permanente. Une commission de contrôle alliée, composée principalement d'officiers soviétiques, a été établie pour superviser l'exécution des termes. Le gouvernement finlandais s'est engagé à désarmer les organisations fascistes et à juger les responsables politiques de la guerre, des mesures qui ont été appliquées sans intervention étrangère directe. Le résultat immédiat fut une paix limitée mais effective. La Finlande a conservé son système politique et sa souveraineté, payant un prix territorial et économique considérable. La politique de Mannerheim a combiné un calcul militaire et une diplomatie prudente. En évitant une résistance sans issue ou une occupation totale, il a réussi à préserver la continuité de l'État et à différencier le destin du pays de celui des autres alliés du Reich. L'expérience finlandaise a montré que, dans les dernières phases de la guerre, l'indépendance nationale pouvait être conservée par une décision politique et l'acceptation de compromis imposés sans recourir à la reddition absolue. Japon, le dernier allié d'un axe en ruine. Après 1943, l'alliance entre l'Allemagne et le Japon s'est réduite à une relation diplomatique soutenue par le pacte tripartite. Il n'existait ni commandement combiné ni planification opérationnelle conjointe. Les ambassades et les attachés militaires étaient les seuls canaux actifs. À Berlin, la mission japonaise dirigée par le général Hiroshi Oshima constituait la principale source de liaison politique et d'intelligence. Depuis sa position privilégiée, Oshima transmettait à Tokyo des rapports sur la situation militaire en Europe, l'état de la production d'armement allemande, les bombardements alliés et les évaluations stratégiques du Reich. Inversement, les attachés allemands à Tokyo envoyaient des rapports sur les opérations dans le Pacifique, la capacité industrielle japonaise et l'évolution de la guerre maritime. La coopération était limitée par des facteurs structurels, la distance géographique, le manque de routes sécurisées et l'impossibilité d'établir une ligne logistique transcontinentale transformaient le lien en une alliance plus théorique que pratique. Les communications se faisaient par des messages chiffrés transmis par radio ou par des sous-marins à longue portée. Les échanges étaient fragmentaires, tardifs et souvent obsolètes à leur arrivée à destination. Après la chute de l'Italie en 1943 et la désintégration du front oriental de l'Axe en 1944, la relation entre Berlin et Tokyo perdit toute base stratégique commune. Le Japon se concentre sur la défense du Pacifique, tandis que l'Allemagne concentrait ses ressources sur la survie du Reich. Oshima continua d'assister à des expositions de haut niveau à Berlin et d'obtenir un accès direct aux officiers de l'Oberkommando der Wehrmacht. Ces dépêches comprenaient des détails sur les raids aériens alliés, les armes secrètes allemandes et le développement des fusées Fée. Tokyo recevait ces rapports avec intérêt, mais leur utilité pratique était marginale. Les informations sur le front européen ne pouvaient pas être transférées au théâtre du Pacifique, et la technologie décrite était difficile à reproduire sans matériaux ni conditions industrielles comparables. À l'inverse, l'Allemagne a demandé des informations techniques sur les tactiques navales américaines, les capteurs anti-submarins et les systèmes de radar dans le Pacifique. Le Japon a répondu avec des données partielles, réservant ses études les plus sensibles. Les systèmes de chiffrement incompatibles et la compartimentation des deux services de renseignement réduisaient la coopération à des échanges symboliques.
Le seul effort matériel soutenu fut celui des sous-marins à long rayon d'action employés pour des missions de transport connues au Japon sous le nom de Yanagi. Entre 1943 et 1944, plusieurs submersibles tentèrent de traverser les océans en transportant des techniciens, des matériaux stratégiques et des documents. Certains complétèrent leur traversée, la plupart furent perdus en chemin. Le I-8 parvint à Brest et revint avec succès, transportant des optiques de précision et des plans aéronautiques. Le I-34 fut coulé dans le détroit de Malacca avant de commencer la route. Le I-29, avec une cargaison de composants de réacteurs et de documentation de moteurs à réaction, fut détruit par le sous-marin américain USS Sawfish au large des Philippines. Le I-52, qui transportait de l'or et de l'étain, fut localisé et coulé dans l'Atlantique central. Dans la direction opposée, le U-511 atteignit le Japon et fut transféré à la marine impériale, tandis que le U-1224, rebaptisé RO-501, se perdit en transit. L'opération appelée Monsun, qui déploya des U-boots allemands dans l'océan Indien avec pour base Penang et Singapour, eut des résultats limités. Les pertes augmentèrent à mesure que les Alliés perfectionnaient la guerre anti-sous-marine. Les résultats nets de ces opérations ont été modestes. Le Japon a obtenu une certaine quantité d'optiques de précision, des gyroscopes, des plans de moteurs à réaction et de la documentation sur les radars, bien qu'une grande partie ait été perdue avec les sous-marins coulés. L'Allemagne a reçu de petites quantités de caoutchouc, d'étain et de tungstène, loin des attentes initiales. La coopération technologique était réelle, mais de portée réduite. L'Allemagne a livré des plans partiels des moteurs Jumo 604 et BMW 003, des schémas de la bombe volante V1 et de la documentation des radars Würzburg et Freya. Le Japon a partagé des données sur les torpilles à longue portée et les aciers navals. L'application industrielle de ces matériaux a rencontré des limites structurelles. L'industrie japonaise manquait d'alliage résistant à la chaleur nécessaire pour les turbines à réaction et de lubrifiants appropriés. Les bombardements et le manque d'énergie affectaient des programmes expérimentaux. Le chasseur Nakajima 9-1, dérivé indirectement d'informations allemandes, a volé en 1945, mais n'a pas atteint une production en série. Les développements de fusées inspirées par les armes V se sont arrêtés au stade de prototype. Dans le domaine du radar, l'adaptation des modèles allemands a coexisté avec des conceptions locales, sans parvenir à un standard opérationnel unifié. Le transfert technologique de l'Axe, dans son ensemble, n'a pas altéré l'équilibre militaire. La chute de l'Italie et la rupture de la Roumanie et de la Hongrie en 1944 confirmèrent à Tokyo que l'Allemagne ne pourrait pas reprendre l'initiative. Cependant, les décisions stratégiques japonaises étaient guidées par leur propre théâtre d'opération. La perte de Seppan en juillet 1944 provoqua la chute du cabinet de Hideki Tojo et l'ascension de Kuniaki Koiso avec un programme de résistance défensive. La destruction de la flotte aux Philippines en octobre et l'effondrement de l'aviation embarquée marquèrent le début de la fin opérationnelle. La défaite allemande avait une valeur symbolique et psychologique, mais ne déterminait pas directement la politique japonaise. Berlin a demandé à plusieurs reprises que le Japon exerce une pression militaire sur l'Union soviétique ou ouvre un front en Sibérie pour soulager l'Est européen. Tokyo est resté neutre avec Moscou en vertu du pacte de non-agression de 1941. Le haut commandement japonais considérait impossible de mener une campagne dans le Nord avec des ressources épuisées. De plus, la diplomatie japonaise voyait dans l'Union soviétique un médiateur possible si la guerre dans le Pacifique devenait insoutenable. Cette attente a conditionné les décisions finales de 1945. Avec la capitulation allemande en mai de cette année-là, l'alliance est devenue vide de contenu. Quelques sous-marins allemands stationnés en Asie ont été remis au Japon ou détruits pour éviter leur capture. Le cas du U-234 était illustratif. Il partit de Kiel avec une cargaison d'uranium, des composants de réacteurs et des spécialistes, mais après avoir appris la reddition du Reich, son commandant décida de se rendre aux forces américaines. Avec cela, le dernier essai de transfert technologique entre les deux alliés s'est de facto fermé. Les techniciens allemands en Asie du Sud-Est ont été intégrés dans des installations japonaises avec une valeur résiduelle.
À Tokyo, le ministère des Affaires étrangères a géré la situation des citoyens allemands en Asie et a formalisé la fin des missions diplomatiques. Les communications ont continué par routine administrative, mais sans pertinence stratégique. À la mi-1945, le cabinet Suzuki débattait entre prolonger la résistance pour obtenir de meilleures conditions ou chercher une médiation soviétique. La reddition allemande a éliminé toute possibilité de négociation en bloc. Lorsque l'Union soviétique est entrée en guerre le 8 août et que les États-Unis ont utilisé des armes atomiques à Hiroshima et Nagasaki, l'isolement japonais était total. L'effondrement européen n'a pas déterminé la reddition japonaise, mais a confirmé sa solitude. Sans distraction en Europe, sans possibilité d'échange technologique et sans alliés opérationnels, le Japon a affronté le dénouement dans des conditions d'isolement stratégique absolu. Les missions sous-marines résiduelles de l'opération Monsun ont continué jusqu'au début de 1945 avec des résultats de plus en plus réduits. Les fragments de technologie qui ont atteint le territoire japonais n'ont jamais été industrialisés. L'infrastructure pour soutenir les U-boots dans l'océan Indien et la mer de Chine méridionale a été maintenue jusqu'à la seconde moitié de 1944, mais n'avait pas de valeur militaire réelle face à la domination aéronavale alliée. Les débats de l'été 1945 reflétaient le changement d'horizon. Les dirigeants japonais reconnaissaient que l'effondrement européen avait fermé toute option de médiation internationale. La neutralité soviétique, sur laquelle on avait fondé des espoirs, disparaissait, et les pertes territoriales et matérielles accumulées rendaient impossible la continuité de la guerre. Dans ce contexte, l'alliance avec l'Allemagne se réduisait à une catégorie juridique, conservée par inertie bureaucratique. Les pactes de l'Axe subsistaient sur le papier, mais leur contenu était nul. Le Japon maintenait la rhétorique tripartite dans les documents officiels, bien que la réalité militaire et diplomatique fût celle d'un pays complètement isolé. Après la reddition japonaise en août, les sous-marins allemands qui se trouvaient dans les eaux asiatiques ont été saisis par les forces britanniques et américaines ou coulés délibérément. Les techniciens et diplomates allemands ont été rapatriés ou détenus. Avec la disparition simultanée des deux régimes, l'Axe a cessé d'exister même en tant que symbole. Ce qui avait été conçu comme une coalition mondiale de puissances révisionnistes s'est dissous dans une succession de défaites indépendantes. Le lien germano-japonais s'est terminé sans rupture formelle, éteint par la perte de toute base matérielle. À la fin du Reich, la dernière ombre de l'Axe. Au début de 1945, le système de l'Axe était en ruine. L'armée rouge avait atteint l'Oder et les alliés occidentaux traversèrent le Rhin. Les forces allemandes, épuisées et fragmentées, défendaient avec des divisions incomplètes un territoire réduit. Les communications avec les anciens partenaires avaient été interrompues. L'Italie restait divisée, la Hongrie sous occupation allemande, la Roumanie intégrée au bloc soviétique, la Finlande neutralisée et le Japon isolé sur un autre continent. L'effondrement du Reich entraînait avec lui la structure politique créée pendant 6 ans de guerre. Les régimes dépendants de Berlin, la Repubblica Sociale Italiana, le gouvernement de Szalasi en Hongrie, les États collaborationnistes de Slovaquie et de Croatie, se sont effondrés en l'espace de quelques semaines. Les redditions ont été multiples, non coordonnées, chacune négociée directement avec la puissance occupante. En Allemagne, la dissolution du commandement fut totale. Dans les derniers jours d'avril, la défense de Berlin était réduite à des groupes dispersés de la Wehrmacht et des Schutzstaffel. Le 30 avril, Adolf Hitler se suicida dans le bunker de la chancellerie. Son testament désigna l'amiral Karl Dönitz comme chef d'État et Joseph Goebbels comme chancelier. Goebbels se suicida le lendemain. Dönitz installa à Flensburg un gouvernement provisoire dont l'autorité réelle se limitait au nord du pays. Son objectif était d'obtenir une reddition ordonnée auprès des Britanniques et des Américains pour éviter la capture soviétique. Les ordres transmis le 4 et 5 mai instruisirent les unités à capituler devant les commandements occidentaux quand cela était possible. Le 7 mai, à Reims, le général Alfred Jodl signa la capitulation inconditionnelle de toutes les forces allemandes. Le 8, à Berlin-Karlshorst, le maréchal Wilhelm Keitel répéta la signature devant les soviétiques. Cela mit formellement fin à l'existence militaire du Reich. Malgré cela,
Des combats locaux se poursuivirent jusqu'au 9 mai en Tchécoslovaquie et le 11 en Norvège. En Italie, la République sociale italienne ne s'est maintenue jusqu'à la fin que grâce à la présence de troupes allemandes dans le nord. Lorsque ces forces commencèrent leur retraite vers le Tyrol, le régime s'effondra. Le 25 avril, le Comité de libération nationale de l'Italie du Nord convoqua l'insurrection générale. En quelques jours, les villes industrielles du Nord furent prises par les forces partisanes. Benito Mussolini tenta de fuir vers la Suisse accompagné de dirigeants fascistes et de gardes du corps allemands. Il fut capturé le 27 avril, près du lac de Côme, et exécuté le jour suivant. Le 29, à Caserta, des représentants allemands signèrent la reddition des troupes en Italie, effective le 2 mai. Les commandements fascistes survivants furent arrêtés, et le territoire passa sous administration militaire britannique et américaine. En Hongrie, le régime des croix fléchées imposé par l'Allemagne après l'opération Panzerfaust a maintenu le contrôle nominal de Budapest jusqu'à l'hiver. Le siège soviétique, débuté en décembre 1944, s'est terminé le 13 février 1945 avec la chute de la ville. Les restes du gouvernement de Ferenc Szalasi se sont repliés vers l'Autriche et ont été capturés par des troupes américaines en mai. Le 4 avril, le haut commandement soviétique a déclaré le territoire hongrois libéré et a établi une commission de contrôle alliée sous direction soviétique. Les forces locales qui avaient combattu aux côtés de l'Allemagne ont été dissoutes ou intégrées dans de nouvelles unités sous supervision de l'Armée rouge. Le gouvernement provisoire installé à Debrecen a signé l'armistice le 20 janvier 1945, formalisant la sortie de la Hongrie de l'Axe. La Roumanie, qui avait changé de camp en août de l'année précédente, participait comme co-belligérant aux dernières campagnes de Hongrie et de Tchécoslovaquie. L'armistice de septembre 1944 restait en vigueur et servait de cadre à la présence soviétique. En mars 1945, le gouvernement fut réorganisé sous prédominance communiste. Le maréchal Ion Antonescu, prisonnier depuis son arrestation lors du coup d'État du 23 août, était sous garde soviétique en attente de son procès. Bucarest présentait la nouvelle orientation comme une restauration de souveraineté nationale, bien que l'administration soit subordonnée à la Commission soviétique. Dans le Nord, la Finlande a conclu la guerre de Laponie en avril 1945. Avec le retrait définitif du 20e armée de montagne vers la Norvège, Helsinki a notifié à la Commission alliée le respect des clauses de l'armistice de 1944. Le pays a conservé son indépendance, mais sous les limitations militaires et politiques imposées par l'Union soviétique. À l'automne de la même année, des procès pour responsabilité de guerre ont été menés contre les dirigeants qui avaient conduit à la prolongation du conflit. Chaque ancien allié du Reich a élaboré sa propre explication sur le changement de camp. En Roumanie, le roi Michel a déclaré que la rupture avec l'Allemagne avait été un acte de salut national. En Hongrie, le gouvernement provisoire a justifié son adhésion à l'armistice comme un retour à l'ordre européen. En Italie, la monarchie a présenté la chute du fascisme comme une restauration de la légalité. En Finlande, Mannerheim a décrit l'armistice comme une mesure de survie. Ces récits partageaient un élément commun, l'attribution de la catastrophe au leadership allemand et à son acharnement à prolonger une guerre perdue. Le processus de reddition a été accompagné par la création de commissions de contrôle alliées chargées de l'administration des anciens pays membres de l'Axe. En Italie, la commission dépendait directement du quartier général d'Eisenhower. En Roumanie, Hongrie et Bulgarie, les commissions étaient dominées par des officiers soviétiques. En Finlande, opérait une commission mixte avec prédominance soviétique. Ces instances supervisaient la démobilisation, le désarmement, la censure et la politique économique. Le principe général était la reddition inconditionnelle, bien que l'application variait selon le degré d'occupation. Là où il existait un contrôle militaire direct, la souveraineté nationale était suspendue. Là où persistaient des structures administratives locales, une continuité sous supervision était permise. Entre mai et septembre 1945, les arrestations de dirigeants politiques et militaires de l'Axe ont été effectuées de manière systématique. En Allemagne, les figures centrales du régime ont été capturées par les troupes américaines et britanniques.
En Italie, les hiérarques fascistes survivants ont été remis aux tribunaux nationaux. En Roumanie et en Hongrie, les purges ministérielles ont été effectuées sous contrôle soviétique, suivant des listes établies à Moscou. En Finlande, les procès ont été limités et exécutés par décision parlementaire. Ces actions ne constituaient pas encore des procès internationaux, mais des mesures d'assurance du pouvoir et le prélude des enquêtes ultérieures. Les forces armées des anciens alliés ont été redistribuées selon les nouvelles loyautés. Des unités roumaines ont participé à l'offensive soviétique vers Vienne et Prague. Des troupes hongroises, réorganisées sous commandement soviétique, ont opéré dans des tâches de garnison. En Italie, l'armée co-belligérante a collaboré aux opérations finales contre la Repubblica Sociale Italiana. En Finlande, l'armée a achevé l'expulsion des forces allemandes et s'est consacrée au respect des conditions de l'armistice. Dans l'ensemble, la réorganisation militaire a scellé la fin de l'Axe en tant que bloc armé. L'année 1945 a transformé la carte politique européenne. Les puissances alliées ont établi des zones d'occupation qui ont défini le nouvel équilibre. Les pays de l'ancien axe oriental sont tombés sous influence soviétique, ceux de l'Ouest sous présence anglo-américaine. Les redditions nationales ont été en pratique des actes de soumission à un système d'administration étrangère. Les régimes précédents ont disparu et les structures étatiques ont été reconstruites sous tutelle. Les redditions ont clos la dimension militaire de la coalition créée par Hitler, mais ont ouvert une étape de redéfinition politique et judiciaire. La dissolution de l'Axe n'a pas été un processus négocié, mais la conséquence d'une défaite totale. Ce qui a suivi n'était pas une paix concertée, mais une administration de la reddition. L'hégémonie allemande s'est dissoute sans continuité ni succession. Les anciennes nations alliées ont émergé en tant qu'États dépendants des vainqueurs. Dans le vide laissé par l'effondrement du système, la construction du nouvel ordre européen a commencé.